ça avait stocké cette énergie, on laisse tourner, tout ça, bon, elles remplissent en gros des gros conteneurs qu'on met après sur un wagon. Vous avez juste une ligne, une voie ferrée à faire, hop, et puis après, bah, dans chaque wagon, à ce moment-là, vous avez quoi, je sais pas, l'alimentation pour toute une grande ville pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, tranquille, voilà. Bon. C'est ça qu'il faut faire. Bon, la même chose, on peut faire des parcs à ce moment-là, des fermes solaires, là où il y a effectivement énormément de soleil. Voilà, vous avez des bons rendements. Aujourd'hui, on gâche un peu ça. Bon, c'est plus le problème du coût à ce moment-là. Le problème du coût, quand il se compare aujourd'hui, effectivement, c'est assez élevé, mais après, c'est plus un problème. Voilà, ça. Dès que vous avez 40% de rendement par rapport à 15% ou 20%, ça change la donne. Bon, et c'est vrai aussi pour le photovoltaïque. Hein. Innovation. Je pense que oui. C'est là que sont les pistes pour l'avenir. Une dernière question que veut poser Alain Roquier. Oui, en fait, les chiffres en fait, de rendement par type d'énergie, effectivement, c'est dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire une situation où on ne sait pas gérer l'alternance. Donc en fait, en gros, on règle ce problème-là, on passe de 20 à 80. Ah bah oui, moi j'en ai dire 100, vous voyez. Et oui, absolument. C'est-à-dire c'est 0, mais 0 quand on n'en a pas besoin. Et du coup c'est 100 quand on en a besoin. C'est là justement que c'est intéressant, bien sûr. C'est ça qu'il faut faire. Pas d'autres questions? Ça sera la dernière. Question, vous avez dit tout à l'heure que la France pourrait sortir du nucléaire. Je voulais savoir, à votre avis, à quelle échéance et comment, tout simplement. Alors je vous ai dit qu'elle pouvait, ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Hein. Donc moi honnêtement, je ne suis pas partisan à ce qu'elle en sorte. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, dans la mesure où la planète ne va pas en sortir, est-ce que, effectivement, on doit laisser... C'est un marché de plusieurs milliers de réacteurs. Hein. D'ailleurs, ce que vous savez peut-être pas, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de réacteurs nucléaires en construction que depuis Fukushima. Hein. Et en projet encore plus. C'est assez fantastique. Quoi. Quand on voit ça, on se pose quand même des questions. Hein. Parce que, justement, tous les pays en voie de développement, l'Asie, l'Inde, le Brésil, etc., la Corée, même les pays arabes, tout le monde s'y met. Hein. Et moi je dis, la Russie, et moi je dis, est-ce que c'est malheureux de voir par exemple que les réacteurs allemands font partie, comme les nôtres, des réacteurs les plus sûrs au monde. C'est un vrai gâchis. On arrête le nucléaire en Allemagne sur un plan de sûreté. Il y a peut-être des pays qui peuvent arrêter, mais l'Allemagne, franchement, si on se place que sur le plan de la sûreté, c'est un vrai gâchis. Hein. Bon. Donc, moi je dis, pour le plus grand bien d'ailleurs de la planète, globalement, hein, puisqu'on a vu qu'un accident quand même qui arrive, ça ne s'arrête pas aux frontières, hein, bon, eh bien, est-ce qu'on doit laisser ce marché-là uniquement dans les mains des Russes, des Chinois, des Coréens, des Brésiliens, des Indiens? Voilà. Est-ce que nous, qui avons la chance effectivement de vivre en démocratie, de pouvoir avoir un contrôle? Et alors, la deuxième chose aussi, c'est ce que j'ai développé dans mon livre aussi, ce qu'il faudrait, c'est avoir un gendarme mondial du nucléaire, comme nous, on a un gendarme français, une autorité de sûreté nucléaire qui est vraiment indépendante et qui, si elle a dit EDF, tant que vous n'avez pas répondu à mes questions, vous ne démarrez pas votre réacteur, EDF ne démarre pas votre réacteur. Donc il faudrait une espèce d'instance mondiale, comme ça, où voilà, vous allez démarrer tel réacteur, dans n'importe quel pays, je ne veux pas citer de pays, je ne veux pas les dire, mais tant que vous n'aurez pas répondu à toutes ces questions-là, tant que nous, on n'aura pas l'intime conviction que tout ça est bien réglé, vous ne redémarrez pas votre réacteur. Aujourd'hui, vous savez la réponse que vous faites, hein, ou le bras d'honneur qu'on va vous faire en disant je suis chez moi, je fais ce que je veux, la plus faire voir. Ben non. C'est-à-dire que là, voilà, il y a quelque chose qui est suffisamment d'autorité. C'est un rêve, hein, mais c'est vers ça qu'il faut aller. Hein. Plutôt, effectivement, que de sortir aujourd'hui. Donc, maintenant, vous l'avez vu, on peut diversifier, on peut en faire beaucoup moins, etc. C'est clair. Mais si on parle de mix énergétique, le mix il comprend toutes les sources d'énergie, quelles qu'elles sont. Merci Jacques Posse. On va laisser maintenant M. Roquier faire sa présentation. Merci. Merci beaucoup. En fait, je vais essayer d'aborder finalement de facto
la question par un angle un peu différent et j'espère complémentaire. Donc ce que je fais en fait, moi je suis agronome et je suis devenu spécialiste de l'écologie tropicale et ce que je fais l'essentiel de mon temps, c'est d'animer en fait un réseau de recherche piloté sous la houlette de l'IRD, qui est l'Institut français de recherche pour le développement, l'EXORSTOM, et c'est un consortium à vocation internationale, à caractère scientifique, pour justement accompagner des projets territoriaux de développement vert, c'est-à-dire, entendez par là, développement durable, dans les pays du Sud. Alors ce que je vais essayer de vous présenter là tout de suite, c'est un peu 4 points. C'est d'abord faire un petit peu le point sur l'évolution du climat et du changement climatique, parce que ça je pense qu'on n'en a encore pas parlé, mais c'est quelque chose, c'est une donnée essentielle qu'il faut avoir en tête, notamment au niveau du timing, où on en est, parce que ça doit guider nos choix. On ne peut pas faire des choix comme si rien ne se passait. On vit avec le changement climatique et il est important de savoir à quelle vitesse en fait nous arrivent les conséquences sur le grain. Deuxième point, comment en fait ont évolué les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, pays par pays, y compris en France, depuis en gros 1990, qui est en fait l'année de référence qui a servi de base pour le premier essai d'accord global de réduction ordonnée des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le protocole de Kyoto. Et puis ensuite, j'aborderai en fait la question un des points très importants, la nécessité finalement, aujourd'hui on a une crise énergétique et climatique qui est liée en fait, comme le disait Bernard Lemoux dans sa présentation, qui n'est pas simplement énergétique, en fait c'est un problème d'épuisement des ressources. Et donc en fait il faut arriver à intégrer la donne énergétique dans un contexte de raréfaction des ressources. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus économe, pas seulement en énergie, mais aussi en eau, en sol, en biodiversité, et notamment en foncier. Et donc là j'aborderai en troisième point, peut-être le point le plus important qui dégrade la question environnementale aujourd'hui, c'est en fait l'urbanisation du monde. Donc en fait la gestion, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'une ville, qu'est-ce qu'on doit faire dans les quelques années qui viennent pour limiter au maximum l'empreinte écologique des villes. Et on est en train d'organiser un sommet, on est en train de le préparer, il se tiendra à Nantes du 25 au 27 septembre, ça s'appelle EcoCity et on a essayé justement de monter un programme qui quelque part va balayer l'ensemble des sujets sur cette problématique-là, de façon à en faire un moment important pour le calage du volet écologique de la conférence Habitat 3, qui va en fait réunir l'ensemble des pays du monde pour coordonner leur politique de développement urbain pour les 20 prochaines années. Et puis finalement, je terminerai par un petit exemple de ce qu'on fait avec le réseau de recherche Taxe, notamment en ce moment à Dakar sur les questions climat. Bon alors, je ne vais pas vous faire un cours de climato, c'est pas le but, on n'a pas le temps, mais je vous encourage à vous intéresser quand même, dans la mesure où vous êtes des ingénieurs et des physiciens, enfin vous avez fait de la physique comme moi j'en ai fait à l'agro, donc c'est important quand même pour se protéger, j'ai envie de dire, de l'information qui est parfois un peu fragmentaire et incompréhensible et contradictoire qu'on voit dans les médias sur la question de l'évolution climatique, d'avoir certains concepts clés en tête. En fait, l'atmosphère est une machine énergétique contrainte qui répond à un certain nombre de lois qui ont à voir avec une circulation thermique qui est influencée aussi par la force Coriolis. Donc en fait, souvent on dit « Ah mais vous parlez de réchauffement en Bretagne alors qu'on se les gèle ». En fait oui, mais il faut comprendre ça, pour comprendre qu'en fait ce ne sont que des artefacts locaux, mais qu'il faut avoir au moins une notion de comment fonctionne l'atmosphère autour de la planète et les circulations d'air. Et donc on a aussi bien des circulations, on va dire, le long, enfin disons,
parallèles à l'équateur, donc dans le sens de la latitude, mais également on a des courants en fait qui balayent du sud au nord dans certains coins, du nord au sud dans d'autres, et qui en fait constituent ce qu'on appelle les cellules d'Adley et les cellules de Ferrel. Donc je vous invite en fait à regarder ça, vous comprendrez très vite de quoi il y retourne, et je pense que vous aurez des avis plus avisés sur l'information médiatique concernant le changement climatique. Un autre point qui est très important, c'est en fait le couplage atmosphère-océan, c'est-à-dire que le principal mécanisme par lequel on commence à vivre en fait les effets du changement climatique, c'est par la mer. Parce qu'en fait, avec le réchauffement, eh bien c'est déjà en fait, il y a eu un processus au cours du dernier siècle qui a monté en puissance au cours des 40 dernières années d'expansion thermique des océans. Donc en fait,